8h46, merci d'être avec nous. C'est le petit déjeuner de l'actu avec nos éditorialistes ce matin, Thierry Guerrier, Yves de Gardrel et Alexis Poulain. Oui, avec plusieurs sujets qui sont sur la table et puis vous pouvez nous appeler et réagir évidemment à notre discussion. Et vous, ce qui vous interpelle d'une manière ou d'une autre, qui vous agace ou au contraire un coup de cœur. Alors il y a beaucoup de sujets sur la table. L'agriculture, l'agribashing, on en a parlé ce matin et ça continue de faire réagir. L'emploi, on le disait tout à l'heure, c'est quand même assez surprenant ça, Yves de Gardrel. On a créé plus d'emplois que prévu, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les urgences, la politique avec, comme l'a dit Sébastien Chenu, mais alors c'est lui qui a ce qualificatif, le bordel à la République en marche, en vue des municipales. Et puis, il y a toujours ces affaires de racisme ou pas. Ça a été relancé en plus un peu ce week-end par de Thuram et ensuite Pierre Ménès. Et Alexis Poulain, vous voulez revenir sur ce fait, oui, justement. Je vais revenir là-dessus parce que ça doit nous interpeller, en fait, cette rentrée où on commence avec Moix sur l'antisémitisme, le négationnisme, le racisme. On continue encore avec cette polémique sur racisme anti-blanc ou racisme, alors que le racisme, il est de toutes les couleurs. Là, on est en train d'essentialiser telle ou telle communauté l'un contre l'autre. Et on a en plus, au-dessus de tout ça, l'historien Noiriel qui compare Zemmour à Drummond, en fait, en disant que tout ça n'est pas nouveau. Vous savez, la théorie du grand remplacement, c'est pas nouveau. On a toujours eu peur de l'autre. On a toujours dit, alors dans les années 1886, pour Drummond, c'était les Juifs qui voulaient détruire cette France d'autrefois qui était si glorieuse pour la remplacer par la domination d'une poignée d'Hébreux de tous les pays. Donc on a peur de ça, ça continue. Et je trouve que c'est dommage de rester dans ce débat-là qui enferme finalement d'un groupe contre un autre ou d'un racisme contre un autre, parce qu'on est en train de faire le jeu du communautarisme, ce qu'on a vu dans les pays anglo-saxons, où c'est d'abord la couleur, d'abord le vêtement, d'abord la culture qui prime sur l'identité nationale ou quoi que ce soit. Et je trouve que Nicolas Sarkozy avait en son temps l'idée de faire un grand débat national sur l'identité nationale. Ça lui avait été reproché. Bien sûr, ça lui avait été reproché. C'est un débat c'est un débat qu'on ne veut pas avoir en France. C'est tabou, que ce soit l'immigration ou l'identité. C'est un débat qu'on ne veut pas avoir. Dans le grand débat, on a encore mis ça sous le tapis en disant on ne parlera pas de ça. Et malheureusement, je crois qu'il va falloir libérer la parole pour éviter d'arriver à quelque chose comme ce qu'on voit en Grande-Bretagne, le Brexit, où on a un pays cassé en deux, divisé, où les gens ne se parlent plus. Donc c'est un débat difficile, mais à avoir, je pense. Thierry Guerrier, Yves de Gardrel. Libérer quelle parole ? La France peut s'honorer du fait que la parole est totalement libre ici. On l'a entendu tout à l'heure avec Elisabeth Lévy à propos de Ramadan, qui a défendu, pas Ramadan, mais au moins le principe qu'il puisse s'exprimer. Dont acte. Très bien, on sait bien que Ramadan est un homme dangereux puisqu'il inspire parmi les plus radicaux des islamistes en France. Certes, voilà, et on le dit, c'est une opinion, mais il a le droit de parler aussi, très bien. Mais la parole est totalement libre dans ce pays. La réalité, c'est que ceux qui mènent ces actions dont vous parlez, ou qui font ces déclarations, nous leur donnons peut-être trop d'importance. Exactement. Ils sont ultra minoritaires, et vous avez raison, cela nourrit une forme de tendance un peu américano et d'autres à la communautarisation, alors qu'en réalité, ce qui se joue derrière, c'est notre capacité à assimiler, à intégrer les nouvelles générations de Français en quelque sorte, mais à assimiler sur la règle de la laïcité et de l'universalisme, la règle républicaine, qui fait que dans ce pays, nous avons eu un idéal formidable, au moins depuis la Révolution. C'est l'émancipation des êtres humains, quels qu'ils soient, hommes, femmes, noirs, jaunes, blancs, rouges, peu importe. L'idée, c'est que avec l'école notamment de la République et les règles qui s'appliquent, y compris dans le privé normalement, et pas dans les écoles confessionnelles, eh bien, on doit être capable de choisir qui nous voulons devenir, plus que l'homme, plus que la femme que nous sommes, plus que nous n'avons pas à être assignés parce que vous êtes homosexuel, mais ça bon, ou vous êtes noir, non, pas chez nous. Et je veux dire, la majorité, non, pas chez nous, mais pas malheureusement, chez nous, la majorité. Non mais attendez, ça n'est pas de la naïveté, c'est pas bisounours, c'est pas pour ça que je ne reconnais pas qu'il y a un combat de tous les jours. Mais il y a une réalité du racisme. Pour autant, nous essayons d'amener tous les citoyens à être reconnus pour leur qualité et pas pour leur couleur de peau. Et bon, voilà. Et c'est minoritaire, il faut leur dire. Alors, c'est minoritaire, mais c'est ce que dit Noiriel, et je voudrais rebondir là-dessus. Justement, les médias ont un rôle aussi. Pourquoi on entend davantage les polémistes ou les gens qui n'y connaissent rien, Pierre Ménès est commentateur sportif, parce qu'on leur résiste pas, plutôt que les chercheurs universitaires, ceux qui le disent. Le grand remplacement, ça n'existe pas. Il faut le dire. On a des chiffres qui prouvent que ça n'existe pas. Or, les gens qui travaillent, les chercheurs universitaires, n'ont pas accès, ou très peu, au micro, pas assez. Donc, il y a le débat. C'est bien ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il doit être aussi imagé. Les gens doivent pouvoir se faire une opinion. Vous avez raison. Et là, on a des Savonarola
porte-parole de préfecture qui chacun parle à leur paroisse et ça va pas très loin. Ouais. Je suis content d'entendre cette expression de Savonarole de préfecture. Moi j'en ai assez d'entendre des Zemmour, des Pierre Ménez, etc., qui ne représentent qu'eux-mêmes et qui font le buzz, un buzz personnel souvent à l'occasion de la promotion d'un bouquin, etc., et qui en profitent pour créer de la division, toujours de la division entre telle et telle classe de Français. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Thierry sur l'émancipation. Un pays, et c'est pour ça que je suis plus dubitatif sur la nécessité de faire un débat sur l'identité française. Non, mais un débat justement pour donner la parole à ces chiffres, à ces chercheurs, que les gens entendent autre chose. Pourquoi faire un débat sur l'identité française ? L'identité française, depuis le siècle, depuis les Lumières, on sait ce que c'est. Il faut la rappeler. Oui, mais je pense qu'il faut l'enseigner et la rappeler. La laïcité, les gens ne comprennent plus ce que c'est. C'est le rôle des politiques je veux dire, sous De Gaulle, sous Pompidou, on se posait pas la question de ce qu'était l'identité française. Elle était dictée, quoi. Elle était rappelée en permanence par le chef de l'État, par le gouvernement. C'est aux politiques à dire quel est le chemin. Sinon, on est comme le Dru-Rollin. On est comme le Dru-Rollin et on dit je suis leur chef donc je les suis. Mais vous parliez de Gaulle ou de Pompidou. C'est une époque où on ne se posait pas la question de savoir si Aimé Césaire était un bon écrivain, on le savait, ou si Senghor, qui était encore dans la France avant de devenir président du Sénégal, était un parlementaire national. Il n'y avait aucun débat. Et on les élisait à l'Académie française, exactement. Tout à fait. Non, la volonté parce qu'il y a derrière tout ça une course à la qualité victimaire. C'est-à-dire qu'il faudrait que moi, noir, j'ai eu plus de victimes que toi, juif, ou que toi, blanc, dans d'autres circonstances, ou toi, homosexuel. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'enjeu, c'est d'unir les gens, pas de diviser le pays. Apportons. Ça n'est pas, encore une fois, je suis pas naïf, mais l'idée, c'est qui veut unir et qui veut détruire. C'est ça la question. Mais franchement, qu'on en arrête avec. Les Français sont pas dupes. Une polémique qui dure 3 semaines, voilà, ça fait la promotion de son bouquin. Zemmour avec Dupond-Moretti l'autre jour à la télé, Pierre Ménez, ça fait 48 heures. Qu'on en arrête avec. C'est vraiment. Il faut dire les choses assez fermement. C'est vraiment les égouts d'Internet. Il y a une université, il n'y a pas très longtemps à Paris, qui n'a pas eu le courage de choisir des vigiles et de les interposer devant quelques militants qui prétendaient qu'une pièce de théâtre qui allait être jouée dans cette était raciste, alors que c'était tout simplement issu du grand parcours classique français. Et l'université n'a pas eu le courage d'opposer les vigiles et de dire la petite dizaine d'activistes là, laissez, on a le droit en France de s'exprimer. Ils ont bafoué la liberté d'opinion ce jour-là et la liberté de l'art, surtout du metteur en scène et des comédiens, sous prétexte qu'il y avait des masques qui auraient renvoyé à une dimension raciste. Enfin, bon, ces gens-là n'ont aucun respect pour la réalité qu'est la liberté et qui est notre premier droit fondamental. Oui, c'est bien ça. Bon, en tout cas, c'est un véritable débat. On va aller au 0826 300 300 avec Patrick du Tarbes, mais je crois que lui, il veut aller sur un autre sujet, nous emmener vers l'économie, le pouvoir d'achat, je crois bien. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Oui, très bien. Je vois qu'il y a toujours autant d'ambiance, c'est très bien. Bon, j'évite de revenir sur votre petit sujet des étrangers. Oui. Le problème des étrangers, déjà, on parle pas des étrangers, d'ailleurs. Oui, non, mais en termes clairs, la France, on est européen maintenant, il y a plus de Français indirectement, donc on est plusieurs pays, donc ça c'est la première des choses. Et deuxièmement, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que moi je suis pas contre les étrangers, mais le problème, on doit d'abord régler nos problèmes, nous, en France. Déjà d'avoir du travail pour tout le monde, et après s'il y a de la place, bien entendu, de laisser rentrer des personnes qui veulent rentrer dans le pays, ça c'est la première des choses. Voilà. Donc deuxièmement, ce que moi je voulais dire, c'est sur les retraites. Moi, je suis retraité depuis 2015 et il n'y a pas eu d'augmentation depuis 2015. Ça, c'est la première des choses. Et quand vous prenez la retraite, je ne sais pas s'il n'y en a pas de chez vous, est-ce que vous touchez 12 mois de retraite? Je vous pose la question. Est-ce que... Attendez, vous ne touchez pas 12 mois de retraite, vous touchez 11 mois de retraite. Parce que quand vous enlevez l'équivalent de la CSG qui est pris tous les mois, ça vous fait l'équivalent d'un mois de retraite à la fin de l'année. Ah oui, oui.
Voilà. Oui, Et oui. donc, en étant honnête, pour finir maintenant, je vais être honnête quand même, Oui. il y a du bien et du pas bien. Par contre, effectivement, moi, là, j'ai récupéré depuis le 1er janvier 2018 28 € de CSG. Ouais. Voilà. Bon. Et il n'y a que cette année que je ne payais pas d'impôts. Ouais. Voilà. Oui, merci Donc, Patrick. voilà. Merci pour votre appel. Yves, ça nous rappelle ce que vous disiez tout à l'heure, Oui. c'est-à-dire le chiffre moyen. Tout à fait, tout à fait. Sur le pouvoir d'achat. Actuellement, très peu de retraités. Il y a encore trop de retraités qui touchent moins de 1 000 € par mois. Oui. Et l'ambition du gouvernement parmi c'est les buts poursuivis dans la réforme des retraites, c'est que plus personne ne puisse toucher une retraite inférieure à 1 000 € par mois. C'est un but tout à fait louable, à mesure où on arrive à le financer. Ensuite, ce que disait monsieur, je ne sais pas quel est son niveau de retraite, mais il a sans doute bénéficié de l'annulation de la hausse de la CSG sur les retraités, ce qui est quand même un signe positif de la part du gouvernement suite aux gilets jaunes. Ensuite, c'est vrai que il y a moi, je reviens plutôt. J'aime bien l'expression de Laurent Berger du pouvoir de vivre. Il y a un problème de pouvoir de vivre qui reste très important dans ce pays. On en reparlera juste après le journal. Et tout à l'heure, vous le donniez, en fait, ce chiffre. Les Français estiment qu'il faut 1 760 € par mois pour vivre. C'est le minimum pour vivre décemment. On y reviendra avec justement aussi les agriculteurs, parce que là, on s'aperçoit que les agriculteurs ont souvent une retraite de 700 € par mois. Restez avec nous, 8h57. Et c'est la suite du petit déjeuner de l'actu avec ce matin nos éditorialistes. Alexis Poulain, il y a Thierry Garrier, bien sûr il y a Yves de Kerdrel. Vous nous appelez 0826 300 300. Vous voulez réagir à l'heure actuelle à eux ou nous donner la vôtre? Eh bien n'hésitez pas à nous appeler. Oui, alors on va parler peut-être de l'emploi, des urgences aussi, et d'un mot de politique quand même, avec ce qui est en train de se passer à La République En Marche, où c'est un peu la zizanie en vue des municipales, Thierry Garrier, non? Sur Paris, il y a un pléthore de candidats. Alors maintenant, il y a une certitude. Édouard Philippe, a priori, n'y va pas. Enfin, je dis certitude et a priori en même temps, c'est contradictoire. En politique, tout est possible. Vous savez, on peut trouver des raisons d'urgence, d'absolue nécessité pour finalement démentir quelques mois plus tard. Mais enfin là, il faut reconnaître que la déclaration d'Édouard Philippe est tout de même assez officielle. Oui, c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'il a formulé, il a employé des termes qui lui seraient ensuite renvoyés dans la figure si jamais il changeait d'attitude dans quelques mois. Non, je pense que là, il a voulu montrer qu'il était présent à la manœuvre comme Premier ministre pour l'acte 2 du quinquennat d'Emmanuel Macron, et que par ailleurs, en effet, il prépare peut-être le terrain pour le cas où il irait au Havre. Mais je pense que pour Paris, en effet, là, c'est fini. Ce qui, pour autant, n'arrangerait pas les affaires du président de la République si la République En Marche continue à se diviser. Oui, elle continue à se diviser. Et puis, sur d'autres villes où c'est un petit peu... la situation est quand même un peu compliquée. À Montpellier, à Bordeaux, etc., avec des candidats de la République En Marche. Alexis Poulain. Ça va être un peu... chaque écurie va localement faire des coalitions ou pas, et à gauche comme à droite, mais... pour la République En Marche, c'est compliqué parce qu'effectivement, ils ont fait leur université d'été qui s'appelait la rentrée des territoires. Je sais pas, vraiment l'idée est de dire on doit mettre le paquet là-dessus et trouver le bon casting, les bons candidats. Ça fait beaucoup de frustration. Ce qui était en fait une machine à gagner des élections, la République En Marche, devient un parti, et avec ça, vous devez gérer une politique de parti avec une démocratie interne. Ça fait du mal, c'est compliqué avec différents courants. Vous avez Villani qui décide finalement d'arriver, et des barons qui vont petit à petit monter, des gens qui vont avoir des ambitions personnelles. C'est le cas de Cédric Villani. Donc c'est juste normal. C'est-à-dire que la République En Marche, qui était un embryon, devient un parti, et c'est difficile à gérer. Yves de Kerdrel, non, effectivement, c'était En Marche, devenu la République En Marche. En Marche était une machine à faire gagner Emmanuel Macron.
c'est pas du tout adapté à conquérir les territoires. Et quand on parle des territoires, c'est les municipalités. Les municipalités, c'est incarné par une personnalité qui est souvent ancrée depuis des années. Et quand on voit la commission d'investiture d'En Marche, présidée par Alain Richard, ancien ministre rocardien, je veux dire, ils sont à milieu. Effectivement, on retrouve complètement le nouveau monde, l'ancien monde, et qui est absolument pas adapté au discours d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, Cédric Villani en fait un argument. Il dit, nous nous comportons, il le dit implicitement, mais il le dit, nous nous comportons comme l'ancien monde. Et lui prétend, avec sa candidature dissidente, certes, mais revenir à ce qui était l'ADN, l'essence même du macronisme, c'est-à-dire une capacité à offrir un projet, une inspiration. Et lui essaye d'utiliser l'idée selon laquelle l'investiture et la commission d'investiture de La République En Marche, qui a investi Griveaux, l'aurait fait par copinage, réseautage, voilà. Et c'est tout son argument pour essayer d'apparaître non pas comme un traître, mais au contraire comme quelqu'un qui rajeunit, revigore en quelque sorte. Voilà. Et c'est la démarche originelle. Localement, alors il y a des personnalités. Il y a une édition aussi localement. Oui, c'est ça. Voilà, il va y avoir des ententes. Des ententes et aussi des gens qui quittent La République En Marche en disant moi je méritais l'investiture, ça fait des années que je suis investi, etc., qui ne comprennent pas en fait. Surtout quand ils sont enracinés comme disait Yves. Donc ces coalitions, oui, elles vont de fait se faire compte tenu de l'état aussi de certains partis. Vous avez, j'imagine, des socialistes aujourd'hui qui se demandent où ils vont aller, ou des gens de chez LR qui n'ont pas encore vu. Enfin, LR qui reste sans leader aujourd'hui. Il y a toujours pas de suite. Alors sans leader, mais avec localement des personnalités qui sont plus fortes. Oui, et puis c'est là où il y a l'égraissement de dents tout à fait justifié de François Bayrou, dans la mesure où le MoDem est un parti qui, lui, est très implanté localement. Madame Dariussec, personnalité peu connue, qui est ministre des Anciens Combattants, elle était maire de Mont-de-Marsan, c'est une grosse ville. Madame Gouraud, qui est ministre des Territoires, c'est quelqu'un qui est une personnalité importante en Indre-et-Loire, ou dans le Cher, ou du côté de Blois. Et ce sont des femmes éminemment respectées localement et très enracinées. Tout à fait. Leur mettre un candidat En Marche en face, ça n'a pas de sens. Et c'est un parti, c'est issu de l'UDF, donc ils ont un ancrage local, mais depuis des décennies. D'ailleurs, En Marche a acté que les ministres pourraient faire campagne en restant ministres et démissionner une fois élus. Donc on change sur démissionner avant de faire campagne. Donc on voit bien qu'il va y avoir sans doute quelques ministres qui vont... C'est une autre réalité. D'un mot, vous croyez au retour de Bernard Cazeneuve au Parti socialiste? C'est fait. Oui. Le retour est là. Enfin, le retour, il a dit qu'il n'était candidat à rien. Après, ça, c'est de l'habillage. Bien sûr. Il a prêté serment, le serment de Masseran, le Mosseran. Il sort un livre. Enfin, à partir du moment où il a accepté d'aller aux universités d'été et à la fête de la Rose. Et aux journées parlementaires. Il teste et il rôde, quoi. Et de faire des discours un peu programmatique de 3/4 d'heure, c'est déjà, comme dit Thierry, c'est fait. C'est fait. Donc, vous avez vu, il y a Ségolène Royal, et je vous disais tout à l'heure, il y a Anne Hidalgo, si elle est réélue à Paris, ce sera une remontada, elle l'utilisera, ce sera un tremplin, et ses amis ils n'ont pas besoin de la pousser beaucoup. C'est une ambition secrète, mais qui est de moins en moins dissimulée. Alors, il y a les agriculteurs qui sont inquiets quand même des agressions qui sont commises dans les fermes. On en a parlé un peu ce matin. Le climat de violence et de division que l'on évoquait tout à l'heure autour du racisme, c'est un peu la même chose à l'échelle de notre société, y compris dans le domaine rural. Ah oui, non, mais il y a un vrai stress. On voit bien la violence. Alors, il y a la question des réseaux sociaux. On veut encadrer maintenant la parole violente sur les réseaux sociaux. C'est délicat. Je pense qu'il faut se méfier de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc oui, il y a un contrôle de la parole. L'insulte est interdite partout. L'insulte, voilà. On n'insulte pas, on ne menace pas. Voilà, c'est ça. Il y a des lois qui existent, que ce soit
sur la liberté de la presse, dans la rue, sur comme sur l'insulte, l'invective. Donc voilà, on a un arsenal juridique aujourd'hui qui existe. Le problème, c'est qu'on a dans les cerveaux une certaine bouillie, un gloubi-boulga qui fait qu'on ne sait plus trop où on en est, et une envie de violence. Ce qui est affreux, c'est que comme c'est facile d'invectiver finalement, et que ça met du temps en fait d'arriver devant un juge parce que vous avez insulté sur Internet, eh bien on insulte de plus en plus, on est de plus en plus violent, et on se dit que c'est une réponse comme une autre parce qu'on se sent agressé, parce qu'aussi on a fait monter ce thème de l'insécurité qui est un thème flou, mais les gens ont peur. Voilà, il faut avoir cette peur panique. Oui, mais sauf que c'est pas qu'un sentiment, puisque il y a des agressions d'agriculteurs dans leurs champs, donc par des spécistes, Mais comment on va dire qu'il y a de plus en plus d'incivilité, d'agressions aussi dans les rues de Paris. Enfin, on sent ce climat de violence, on le vit évidemment, mais de là à en faire un modus operandi ou une façon de vivre ensemble, ça va pas tenir longtemps. On peut avoir l'opinion de considérer que aujourd'hui il faut essayer de manger essentiellement des légumes par exemple, ou ne plus manger de viande. On a le droit d'avoir cette opinion. On n'a pas le droit d'agresser. On n'a pas le droit d'agresser des gens qui nous font manger tous les jours, qui répondent à des besoins que nous exprimons comme consommateurs, notamment liés à nos traditions. On a le droit de venir contre ces traditions, de les exprimer. Moi je comprends, je respecte ça. Il faut manger moins de viande, je le crois moi par exemple. Mais ne plus en manger du tout n'a aucun sens. Et par ailleurs, il faut comprendre que tout ça nuit à quoi ? Aux intérêts de la France et aux intérêts de l'agriculture française. Car nos agriculteurs sont parmi ceux au monde qui produisent des aliments tous les jours ou de quoi nous nourrir, parmi les plus sains qui existent, avec des normes incroyables, considérables, comme on n'y répond même pas au tiers au Brésil par exemple, et compris même au Canada. Et les États-Unis on n'en parle pas, avec les hormones d'une part, mais surtout les antibiotiques sur la viande. Non, c'est pas le cas. Alors évidemment, qu'on vienne agresser, comme c'est le cas des agriculteurs qui font leur métier tous les jours de façon difficile. Vous voyez le nombre le modèle économique de l'agriculture, de la ferme moyenne est très complexe en France. Vous voyez ces gens qui payent essentiellement leur vie quotidienne mais ne se rémunèrent pas. Ils n'ont quasiment pas de salaire ou des tout petits salaires, partent jamais en vacances. Ces gens-là, on les agresse. Mais enfin, où sommes-nous ? Nous démissionnons face à ces activistes qui sont là encore, exactement comme dans l'affaire du racisme tout à l'heure, ultra minoritaires. Je parle des violents. Après, je respecte les véganes, je respecte les gens, et j'entends même ces arguments. Et moi-même, je mange beaucoup moins de viande. Et je pense que il suffit pas de dénoncer ceux qui commettent ces agressions. Je pense qu'il faut vraiment construire un plan de reconquête et de soutien à l'agriculture française. Là, je veux dire, Thierry l'a dit en quelques mots, mais il nous assure la sécurité alimentaire, il nous assure l'indépendance alimentaire qui va être de plus en plus précieuse au fur et à mesure des années qui viennent. On ne l'a plus cette année parce que pour la première fois on va importer davantage. Tout à fait, avec le problème de la sécheresse. Dans des conditions de vie ça a été dit absolument indigne, avec un reste à vivre quelquefois de 500 € par mois, bien sûr, dans le meilleur des cas. Des gros agriculteurs qui gagnent encore beaucoup. Ceux qui se réclament souvent de ces agressions, qui se disent écologistes et qui donc agressent ce soi-disant parce que à cause de pesticides, etc. Ils oublient que les agriculteurs, ils nous protègent le paysage. Ils nous protègent. C'est grâce à eux que la France est belle. Et à partir du moment où ils abandonnent leurs champs, eh bien vous aurez des ronces, vous aurez des friches. La France, ils nous assurent une France belle, et ça n'a pas de prix. On va terminer peut-être aussi par une note positive. C'est que, Yves, vous nous l'avez dit, c'est un peu la surprise de cette rentrée. La France qui crée plus d'emplois que prévu. Oui, 180 000 créations d'emplois nettes depuis le début de l'année, probablement 250 000 à la fin de l'année. C'est considérable, c'est 10%. C'est 10% du nombre de chômeurs. D'où ça vient et avec une croissance qui est pas énorme. Et alors après, ce sont des emplois qui peuvent être précaires. Il n'y a pas. Oui, bien sûr, mais ça fait des chômeurs en moins.
ça fait des chômeurs en moins, et c'est ça qui est important. Ah bah oui, mais si des chômeurs en moins, d'accord, c'est bien, mais si de l'autre côté, ces emplois sont extrêmement précaires, parce que c'est ça, on pousse les gens à créer leur petite société. C'est déjà le résultat de la loi El Khomri et des ordonnances Macron qui donnent plus de facilité aux patrons pour débaucher, et je pense du coup, ils embauchent plus facilement. Du coup, ils embauchent plus facilement, et on le voit. On le savait depuis des années. Depuis des années, on disait il faut donner plus de facilité, comme dans les pays anglo-saxons, aux patrons pour débaucher. Et à ce moment-là, vous allez voir, ils seront désinhibés et ils embaucheront. Il y a un problème tout de même. Il y a un problème tout de même, c'est que tout ça est vrai. Plus de souplesse, c'est beaucoup mieux parce qu'on embauche, on débauche. C'est le marché du travail avec de la souplesse. Il y a une réalité, c'est le travailleur pauvre. Il y a tout de même un scandale à payer si mal des gens qui travaillent beaucoup pour des salaires qui sont indécents et qui font qu'au bout du compte, eh bien travailler alors qu'on est pauvre, dormir dans une voiture, ça existe encore. Et les associations comme le Secours catholique ou Aurore qui font un travail considérable pour essayer d'amener les gens à retrouver de l'emploi et retrouver l'envie de travailler pour être dégoûté quelques mois plus tard, parce qu'en effet, il y a un problème de précarité, mais surtout de qualité et de réalité du salaire. Oui. Absolument. Oui, d'un mot, Alexis Poulain. La précarité et l'autre jambe aussi de cette politique, c'est la formation. On le dit pas assez. Et aujourd'hui, par contre, les chiffres de la formation sont pas forcément meilleurs. Alors, ça prend petit à petit. Le chiffre de Sud Radio aujourd'hui, tous ces apprentis, dont la moitié de l'entreprise d'accueil. Merci Alexis Poulain, Yves de Kerdrel, Thierry Garrier pour ce petit déjeuner de l'actualité. Je vous rappelle que vous avez la parole également. Parlons vrai, et vous pouvez évidemment réagir vous aussi. 0826 300 300.